crois qu'on va commencer. Et je vois la salle nombreuse et bien évidemment mes premiers mots sont pour vous remercier d'être là nombreux ce soir. Je remercie aussi, vous me le permettez encore une fois, tous ceux qui contribuent à faire que nous puissions avoir ce merveilleux cycle de 5 conférences. Je leur en suis toujours aussi reconnaissante à la 3e. Et merci beaucoup à eux. Je voudrais aussi saluer les élus. Les élus qui sont présents dans la salle. Je salue aussi tout particulièrement les personnes qui travaillent au Belvédère, le personnel du Belvédère que j'aperçois. Et bien sûr, je me tourne sans me tourner vraiment, je vais rester quand même face au public, mais vers Alain Enoch, qui est donc notre orateur de ce soir, chef de service honoraire du Belvédère, et que j'accueille ce soir avec grand plaisir à double titre. Vous permettez, cher Alain, je vous accueille en tant que maire, puisque vous habitez la ville de Mont-Saint-Aignan, comme Loïc Vadlorge. Alors ça, c'est une qualité, bien sûr. Donc, bah oui, voilà. Donc, je vous accueille en tant que maire, et puis je vous accueille aussi moi-même en tant que présidente du conseil de surveillance du Belvédère, et vous en tant que membre de ce même conseil de surveillance où nous nous retrouvons donc très régulièrement. Vous vous doutez bien que parce que je suis maire de Mont-Saint-Aignan et aussi en tant que présidente du conseil de surveillance du Belvédère, vous vous doutez bien combien ce lieu, pour nous, est important et combien nous en sommes fiers. Alors je citerai simplement 3 raisons, puisque ensuite je laisserai la parole à Loïc Vadlorge qui présentera Alain Enoch de façon beaucoup plus exhaustive que je n'ai pu le faire là. Et je tiens simplement à vous dire que nous tenons à ce site du Belvédère pour 3 raisons. Donc, la première étant tout simplement qu'il s'agit d'un site historique. Nous n'en avons pas tant que cela, non plus à Mont-Saint-Aignan, et que les armoiries de la ville de Mont-Saint-Aignan sont celles du prieuré Saint-Thomas de Canterbury, et qu'à partir de ces armoiries, l'un de nos agents a fait le logo de la ville aujourd'hui, donc le fameux léopard, que peut-être vous avez déjà aperçu, mais qui est donc tiré du blason de la ville de Mont-Saint-Aignan, stylisé, très agréable. Donc, voilà, déjà le site historique. Ensuite, bien sûr, le lieu de bientraitance qu'est ce site du Belvédère, tellement chargé d'histoire humaine depuis des siècles. Et puis, bien entendu, je salue aujourd'hui le très très bel établissement que représente le Belvédère, l'une des premières maternités de la région, et je crois d'ailleurs la première et de loin. Voilà. Donc, je cède maintenant la parole à Loïc Vadlorge, qui va présenter Alain Enoch, et je les remercie l'un et l'autre, et je remercie particulièrement notre orateur ce soir. Merci Madame le maire, Madame Flavigny. Donc présenter Alain Enoch à Mont-Saint-Aignan, ce n'est guère difficile. Il y est doublement connu comme habitant et comme médecin au Belvédère depuis plus d'un demi-siècle. C'est l'un des pionniers du plateau, où il s'installe au début des années 60, alors qu'il n'est encore qu'étudiant en médecine externe en 59, puis interne en 62 aux hôpitaux de Rouen. Sa trajectoire résidentielle à Mont-Saint-Aignan passe des résidences étudiantes au parc du Bois-l'Archevêque, puis au quartier des Coquets, où il réside encore avec son épouse Elisabeth, autre figure bien connue de la vie sociale et culturelle de Mont-Saint-Aignan. Parallèlement, Alain Enoch gravit les nombreuses marches de sa carrière de médecin hospitalier. Il passe son doctorat en médecine en 1968. Il est chef de clinique en pédiatrie au CHU de Rouen de 68 à 72, pédiatre en ville dans les années 70, mais aussi parallèlement médecin-chef à la pouponnière départementale, médecin-chef à l'hôpital du Belvédère à partir de 1977, d'abord à temps partiel, puis à temps plein à partir de 1985. Il reste dans le même temps attaché de consultation au CHU de Rouen en rhumatologie pédiatrique. Il s'intéresse et se forme également à la psychologie et plus largement aux sciences humaines, anthropologie, psychanalyse, ce qui n'est pas sans conséquence sur son activité au Belvédère et sur le contenu de la conférence qu'il va prononcer dans un instant. Il se forme parallèlement aussi à la génétique, en particulier à Paris, à l'UFR Necker Enfants Malades. Il enseigne naturellement l'histologie, la génétique, la pédiatrie et est membre depuis 1972 de la Société française de pédiatrie. Sa carrière reste attachée à la maternité du Belvédère, qu'il ne quitte pas vraiment quand il part à la retraite en 2001.
Aujourd'hui, chef de clinique honoraire, il reste membre actif du conseil de surveillance de la commission des usagers et de la qualité des soins du centre hospitalier du Belvédère. Il est enfin l'un des fondateurs et l'un des acteurs importants du réseau normand de périnatalité. Nous avions donc plusieurs raisons de l'inviter à parler du Belvédère dans le cadre de ce cycle de conférences, mais ce qui nous a convaincus avant tout, c'est la publication en avril 2018 d'un grand petit livre de mémoire. Il est petit, vous le voyez, donc normalement il devrait être en vente à la sortie de la conférence, mais il est grand par son contenu. C'est un livre extrêmement dense, mais très bien écrit, qui se lit très très facilement, bourré d'informations et bourré surtout de réflexions par rapport à ce qu'a été le Belvédère et à ce qu'est encore le Belvédère. Alain Hénoch ne se contente pas dans ce livre de raconter sa carrière originale de pédiatre en maternité, il brosse aussi l'histoire collective d'un établissement, la maternité du Belvédère, qui a été dans le dernier tiers du XXe siècle une maternité pionnière, non seulement à Rouen, mais également en France, comme l'avait été dans les années 1950 la maternité des Bluets dans le 11e arrondissement de Paris. Parler du Belvédère à Mont-Saint-Aignan dans le cadre de ce bicentenaire nous est apparu comme une évidence pour trois raisons. Le Belvédère, incontestablement, à Mont-Saint-Aignan, c'est un haut lieu. Quand vous tapez sur un GPS Belvédère, vous arrivez à Mont-Saint-Aignan, rue du Belvédère, devant le Dominion, mais globalement, vous n'arrivez pas devant la maternité. Mais quand vous demandez à un habitant de Mont-Saint-Aignan où se trouve le Belvédère, immanquablement, il vous désignera la rue Louis Pasteur. C'est avec l'université, dont on parlera la semaine prochaine, un des hauts lieux de la commune que tout le monde situe parce que la plupart des habitants, la plupart des gens qui sont dans cette salle, l'ont fréquenté un beau jour ou une nuit. Seconde raison, sur laquelle va revenir Alain Hénoch, ce haut lieu occupe un espace dédié depuis très longtemps, depuis le XIe siècle, aux soins. Le Belvédère n'est à bien des égards que l'ultime avatar de ce mont aux malades qui donne son nom à la commune, même si des maternités comme Boussicot ont pu se localiser dans d'autres espaces de Mont-Saint-Aignan. Cet espace de soins qui va de la rue Fubert à la rue Antoine Corneille occupe encore aujourd'hui une grande partie du flanc nord de la rue Louis Pasteur. Il a une histoire complexe, heurtée, sur laquelle va revenir Alain Hénoch dans la première partie de son intervention. Alain Hénoch est aussi un passionné d'histoire. Troisième raison, et de loin la plus importante pour nous, pour lui, je pense pour une partie des gens qui sont dans cette salle, la conférence d'Alain Hénoch va nous permettre, comme celle d'Olivier Feiertag la semaine prochaine, de rentrer dans le cœur d'une institution qui fait sens pour la ville de Mont-Saint-Aignan, de comprendre son fonctionnement, son identité, sa culture, à travers l'expérience que lui et ses collègues, hommes et femmes, y ont vécu pendant plusieurs décennies et qui se prolonge au début du XXIe siècle. Car si la naissance nous touche toutes et tous depuis toujours, elle a aussi une histoire qui a intéressé les historiennes et les historiens, mais aussi les praticiennes et les praticiens hospitaliers, sages-femmes, aides-soignantes, puéricultrices, obstétriciens et obstétriciennes, anesthésistes, gynécologues, pédiatres, etc. On ne naît pas au Belvédère en 1985 quand Alain Hénoch y devient médecin-chef à temps plein, comme on naît à l'Hôtel-Dieu de Rouen dans les années 1950, quand il est encore étudiant en médecine. Cette différence entre le début et la fin des Trente Glorieuses de la maternité française est au cœur de l'histoire du Belvédère que va nous raconter Alain Hénoch. Il s'agit non seulement d'expliquer ce qui change dans le rapport à la naissance, et sans doute au-delà à la parentalité, mais aussi de comprendre comment les équipes de soignants ont investi ici, au Belvédère, à Mont-Saint-Aignan, de nouvelles pratiques dans une dynamique collective qui a laissé des traces fortes qui sont encore présentes aujourd'hui. Pour reprendre une des très belles formules de Gérard Labadie qui préface l'ouvrage d'Alain Hénoch et qu'on entendra tout à l'heure, les hommes et les femmes qui ont transformé au Belvédère notre rapport à la naissance ont voulu s'affranchir, je cite, d'une médecine mandarinale et déshumanisante. Vaste programme, sans aucun doute, qui s'est joué ici et qui a fait sens, encore une fois, et que ne peuvent raconter aujourd'hui que ceux et celles qui y ont participé et en ont été les acteurs. Donc le protocole, le dispositif qu'on a choisi pour présenter un petit peu le Belvédère est un peu différent des deux précédentes conférences. Donc Alain Hénoch va prendre la parole pour à peu près 45 minutes. Il va nous raconter cette histoire des lieux et cette histoire de ce qui s'est passé dans cette maternité pionnière. Et puis ensuite, on aura une table ronde avec certains de ses collègues qui ont travaillé ou qui travaillent encore au Belvédère, qui durera à peu près une 45 minutes également. Puis ensuite, on laissera, comme à l'accoutumée, la parole au public. Donc sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci, vous me faites un peu rougir avec vos compliments. Bien. Plus fort. Plus fort.
Bien, du prieuré Saint-Jacques, qui voit le jour au XIIe siècle au centre hospitalier actuel, une longue histoire jalonne la vie du Belvédère. Prieuré et léproserie au XIIe siècle, vendu à la Révolution, racheté par le diocèse qui fait un séminaire, à la loi de la séparation de l'Église et de l'État, il échoua au département, qui en fait une maison sanitaire et sociale, une maison maternelle, et qui est en fait le précurseur du centre hospitalier actuel. Cet hôpital s'ouvre au public dans les années 70 et c'est effectivement la naissance de la maternité que nous connaissons. Je ne suis pas historien. C'est donc avec une certaine appréhension que je me suis lancé dans l'abondante documentation que m'a livrée Didier Wamberg. Loïc Van-Lorge et Christiane Decamps m'ont imposé des coupes drastiques dans mon exposé quand je m'égarais dans la littérature lyrique de l'abbé Langlois, par exemple. J'ai pioché sans vergogne dans les notes de conférencière de mon ami Christiane Decamps. Et avec son autorisation, bien entendu. Et j'ai essayé de m'en tenir au précepte de mon maître Claude Desloin de Ménibus, Enoch, prenez le temps de faire bref. J'espère m'y tenir. Je suis pédiatre. C'est donc de ce point de vue un peu partial que je rendrai compte de l'activité de la maternité. Et la table ronde donnera la parole à d'autres protagonistes. Du XIIe siècle à aujourd'hui, le fil rouge de mon exposé pourrait être les difficultés financières récurrentes de l'établissement et les relations compliquées avec les hôpitaux de Rouen. Au XIIe siècle, le Mont-aux-Malades n'est encore qu'une colline à peine déboisée, traversée par l'ancienne voie romaine menant de Rouen à Lillebonne. C'est cet endroit encore inhabité que les chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin choisissent pour fonder, entre 1130 et 1135, un prieuré sous le patronage de Saint-Jacques. La mission de ces chanoines est d'accueillir les lépreux, raison du choix de ce lieu inhabité, proche de la ville, et qui est dès lors désigné sous le nom de Mont-aux-Malades. Dans un premier temps, les chanoines n'acceptent que les lépreux qui souhaitent suivre la règle communautaire. Mais assez rapidement, après un accord avec 21 paroisses de Rouen, ils ouvrent leur établissement aux lépreux de ces paroisses. Ceux-ci sont accueillis dans un espace qui leur est réservé dans l'enceinte du prieuré. C'est l'official, clerc représentant la justice de l'évêque, assisté de médecins et de chirurgiens, qui est chargé de constater la maladie. Le malade est alors conduit en procession de Rouen au Mont-aux-Malades par la rue Maladrerie. Il est accueilli par le prieur qui constate qu'il appartient bien à l'une des paroisses du ressort du prieuré. Il est alors conduit dans sa nouvelle demeure. Toute communication avec l'extérieur lui est interdite. C'est une véritable mort civile. Et les lépreux sont tenus d'apporter leur trousseau et un petit mobilier. S'ils n'en ont pas les moyens, la paroisse s'en charge. Ils sont sans doute logés dans des cabanes situées dans l'enceinte du prieuré et une galerie leur permet de rejoindre l'église à l'abri des intempéries. Ils vivent d'aumônes et de quêtes faites à leur intention les dimanches et les jours fériés. À leur mort, ils sont enterrés dans l'enceinte du prieuré. Le prieuré a bénéficié dès sa création de la générosité des ducs Henri Ier Beauclerc, troisième fils de Guillaume le Conquérant, de son gendre Geoffroy, de Henri II Plantagenet, fils de Geoffroy, et de leur entourage. On raconte que Mathilde, épouse de Geoffroy, guérie d'une grave maladie, aurait vendu son matelas de soie et en aurait distribué le prix de la vente aux lépreux. Le prieuré, richement doté, possède des biens et des droits autour de Rouen, en Normandie, en particulier à Nointot où il exerce la justice, mais aussi en Bourgogne et même à Londres. Vers 1154, Henri II accorde aux chanoines le droit de tenir chaque
première semaine de septembre une foire, la foire Saint-Gilles, qui attire pèlerins et marchands et qui leur procure des revenus substantiels jusqu'à la Révolution. Le village se développant autour du prieuré, une petite église paroissiale, l'église Saint-Gilles, est construite grâce à la générosité de Rosselin, chambellan de Henri II. Survient un conflit entre Thomas Becket et Henri II. Thomas Becket naît à Londres en 1118 de parents normands. Son patronyme, Becket, signifie petit bec, petit ruisseau, et atteste de ses origines normandes. Après de brillantes études, il devient clerc et entre au service de Théobald, de l'archevêque de Canterbury, et celui-ci le présente à Henri II Plantagenet. Les deux hommes se lient d'amitié et Henri II en fait son chancelier. C'est à cette époque que Thomas fait la connaissance de Nicolas, le prieur du Mont-aux-Malades, au cours d'un séjour qu'il fait au prieuré Saint-Gervais à la suite d'une grave maladie, semble-t-il. Les deux hommes se lient d'une amitié indéfectible. À la mort de Théobald en 1162, Henri II nomme son ami Thomas archevêque de Canterbury en espérant bien qu'il l'aidera à imposer sa loi à l'Église d'Angleterre. Ce n'est pas le cas, et les deux amis ne tardent pas à s'opposer. En 1164, Thomas refuse de signer les articles de Clarendon, ensemble de dispositions qui visent à restreindre les pouvoirs de l'Église d'Angleterre. De nombreux évêques acceptent de signer. Thomas Becket est condamné par une assemblée de barons et est contraint à l'exil. Il trouve refuge en France, à Sens, puis dans l'abbaye cistercienne de Pontigny, dans l'Yonne, où il reçoit la visite du pape Alexandre III. De 1164 à 1170, de multiples négociants, rencontres, interventions du pape, du roi de France, essaient de fléchir Henri II, et se soldent toutes par des échecs. Nicolas, prieur du Mont-aux-Malades, intervient à plusieurs reprises en faveur de son ami, en particulier auprès de l'emperesse Mathilde, qui a trouvé refuge au prieuré Bonne Nouvelle. La mère d'Henri II. Le bras de fer dure 6 ans. Petit à petit, les évêques anglais se rallient à leur primat, et le 1er décembre 1170, Thomas Becket se décide à rentrer en Angleterre, où il reçoit un accueil triomphal. Henri II, en France, est furieux, et il aurait lancé cet anathème: n'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce clerc outrecuidant? Il semble qu'il ait entendu, au-delà de ses espérances, ces 4 barons s'embarquent pour l'Angleterre et, le 29 décembre, assassinent Thomas de Canterbury en sa cathédrale, au pied de l'autel Saint-Benoît. C'est un tollé général dans la chrétienté occidentale. Rome excommunie les coupables, l'interdit est lancé contre les domaines continentaux de Henri II, Plantagenet, et le roi lui-même est frappé d'interdit. Pour être absous, il doit fournir la preuve de son repentir. Le 21 mai 1172, Henri II, abandonné de tous, fait amende honorable à Avranches, où il rencontre les envoyés du pape, en présence, semble-t-il, de Robert de Torigny, l'abbé du Mont-Saint-Michel. En 1174, le roi se rend à Canterbury et, pieds nus, recouvert du manteau du pèlerin, se prosterne devant le tombeau de Thomas Becket, qui a été canonisé l'année précédente sous le nom de saint Thomas de Canterbury. Réconcilié avec l'Église, Henri II rétablit rapidement la situation en sa faveur. Il réprime les soulèvements qui avaient éclaté dans ses domaines et oblige Louis VII à lever le siège qu'il impose à Rouen. Henri II attribue ses succès à l'intervention de saint Thomas de Canterbury et, pour témoigner de sa reconnaissance et de la sincérité de son repentir, fait édifier une nouvelle église, saint Thomas de Canterbury ou saint Thomas le Martyr, que vous connaissez bien, qui reste l'église du prieuré jusqu'à la Révolution. Il fait construire également un nouveau prieuré. L'église Saint-Jacques, devenue inutile, devient l'église paroissiale. L'église Saint-Gilles, la chapelle funéraire des chanoines. De celle-ci, effondrée au XVIIe siècle, il ne reste rien à l'heure actuelle et même son emplacement est assez incertain. Au XIIIe siècle,
le prieuré du Mont-aux-Malades bénéficie toujours de donations innombrables. La munificence des rois de France ne faiblit pas. Louis VIII, Louis IX, Philippe le Hardi continuent de la doter généreusement. Et lorsque le droit de justice de Nointot leur est contesté par le bailli de Caux, Philippe le Bel lui-même rétablit ce droit. En 1518, François Ier institue le régime de la commande. Beaucoup d'abbés commendataires laissent leur monastère en déshérence. Le prieuré du Mont-Saint-Malade n'échappe pas à ce régime, mais par chance, il bénéficie de la gestion attentive du prieur Nicolas Leroux et de ses neveux, Robert et Jean. Nicolas Leroux développe considérablement la ferme attenante et ses dépendances. Malheureusement, en 1559, un incendie ravage ferme et troupeaux. Le prieur Jean Joubert leur succède. En 62, le prieuré est dévasté par les protestants, mais doit cependant participer au financement de la lutte contre les hérétiques. Jean Joubert doit aussi faire face à une autre difficulté et batailler pour démontrer que la maison est bien un prieuré en titre et non une simple léproserie dévolue de droit aux hospices de Rouen. Il est néanmoins contraint de verser une somme de 1000 livres pour la construction d'une maison de pestiférés et de payer une rente annuelle de 300 livres à l'hospice général. Ça commence. La dévastation. Le nom du prieur apparaît encore en 1591 lors du siège de Rouen par Henri IV, au cours duquel les chanoines trouvent refuge en ville. Le roi ne réussira pas à reprendre la ville, tenu par les lieurs, mais les 6 mois de combat laissent les églises Saint-Jacques et Saint-Thomas dans un tel état que le culte ne peut pas y être célébré. Les bâtiments conventuels ont eux-mêmes beaucoup souffert. L'église Saint-Thomas est détruite aux 2/3. Dès 1600, quelques réparations permettent cependant aux chanoines de reprendre possession des lieux, mais dans des conditions extrêmement précaires. Le XVIIe siècle est le siècle du renouveau, marqué par le grand mouvement de la réforme catholique, initié au milieu du siècle précédent par le Concile de Trente. L'Église réagit face au développement du protestantisme. Les fondations monastiques se multiplient, les ordres anciens se réforment, des écoles et des séminaires sont créés. Le prieuré du Mont-aux-Malades est restauré sur le plan matériel comme au plan spirituel, et une succession de prieurs remarquables sont les artisans de cette renaissance. En peu de temps, le nombre de religieux est plus que doublé. D'importants travaux de remise en état ont lieu dans l'église Saint-Thomas, et à partir de 1664, les bâtiments conventuels sont entièrement reconstruits. En 69, Monseigneur d'Estrades, alors prieur commandataire du Mont-aux-Malades, introduit au prieuré la réforme de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, les Génovéfins. Depuis le XVIe, les cas de lèpre sont de moins en moins nombreux en Europe. Et au XVIIe siècle, la maladie a pratiquement disparu. Le prieuré cesse d'être une léproserie, et les chanoines peuvent dès lors se consacrer uniquement à la prière et à l'étude. En 1690, Louis XIV décide de rattacher les anciennes léproseries aux hospices généraux. Les chanoines doivent à nouveau se battre pendant 9 ans pour garder leur monastère. Ils réussissent à faire valoir leurs droits, mais doivent cependant verser une rente de 1000 livres aux hospices. Le petit séminaire, de 1819 à 1906. Au moment de la Révolution, en 1790, le prieuré est fermé puis vendu en 1792 à Pierre-François de Sacquépée, à l'exception de l'église Saint-Thomas et de l'allée de Tilleuls qui y mène. En 1819, grâce à un legs important du cardinal de Cambacérès, archevêque de Rouen, le diocèse peut racheter le prieuré à Madame de Sacquépée et établir le petit séminaire. La maison claustrale existe encore. C'est le bâtiment de la cour de l'horloge qui habite un somptueux escalier de chêne à balustre, d'époque Louis XIII. Toutes les autres constructions remontent à l'époque du petit séminaire. La chapelle a été construite en 1860-62, la bibliothèque commencée en 1893, le pavillon Saint-Romain inauguré en 1899. Pendant près de 100 ans, le petit séminaire forme une grande partie du clergé diocésain, dont l'abbé Cochet, historien archéologue de renom. En 1906,
Suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État, le petit séminaire ferme. Il comptait alors 330 élèves. Les bâtiments, tombés dans l'escarcelle du département de Seine-Inférieure, restent quelque temps sans affectation, aux grandes dames des commerçants du quartier qui tiraient profit de la présence des élèves et des visites des familles. En 1918, on songe à installer dans ces grands bâtiments inoccupés un hôpital départemental pour tuberculeux. La municipalité proteste, elle craint la contagion et surtout elle n'a pas l'intention de créer un cimetière supplémentaire qui ne manquerait pas d'être nécessaire compte tenu de l'augmentation sensible de la mortalité. C'est finalement une école ménagère et professionnelle qui est implantée par délibération du Conseil général du 12 mai 1910. L'école est destinée aux filles difficiles et vicieuses de l'assistance publique, qui remplace donc les jeunes séminaristes. Sur un plan de cette époque, le bâtiment qu'elles occupent est signalé comme le quartier des vicieuses. Je pense que vous avez le document sous les yeux. Il occupe ce qui a été la lingerie et les cuisines de l'hôpital, récemment démolies, pour construire le nouveau plateau technique. En 1913, le développement des transports en commun permet la desserte de l'établissement en tramway depuis Rouen. Le terminus de la ligne est à l'entrée de l'école ménagère. En 1915 et 1918, à côté de cette école ménagère, on organise dans les autres bâtiments des structures permettant de recevoir les réfugiés belges et françaises enceintes. On ouvre une maternité qui accueille aussi les filles mères abandonnées, selon la terminologie de l'époque, nombreuses dans cette période de guerre. Une pouponnière et un hôpital d'enfants sont également créés, où l'on accueille et soigne les enfants de l'assistance publique. Le 12 juin 1919, par délibération du Conseil général, l'établissement devient officiellement la maison familiale départementale. C'est cette structure qui donne naissance à l'actuel centre hospitalier du Belvédère. Pendant la dernière guerre, les bâtiments ont été occupés successivement par les armées françaises, allemandes et alliées qui en ont fait un dépôt militaire régional. La maison maternelle et la maternité ont alors été transférées à Canteleu, la pouponnière à Darnétal. Elles réintègrent le Belvédère respectivement en 1948 et 1953. L'ensemble a pris le nom de Clinique du Belvédère en 1963 et a obtenu le statut d'hôpital en 1966. Aujourd'hui, le centre hospitalier du Belvédère est un établissement public de santé faisant partie du groupement hospitalier de territoire, le GHT, piloté par le CHU. À partir des années 70, le Belvédère va connaître un développement considérable sous l'impulsion d'un directeur dynamique, Guy Vanberg. Le futur centre hospitalier du Belvédère comporte alors 3 services, une maison maternelle, une pouponnière et la maternité. La maison maternelle accueille les femmes en difficulté pendant leur grossesse et dans les premiers mois de l'enfant. Elle bénéficie des chambres individuelles des séminaristes, mais le développement considérable de la maternité va bientôt les reléguer dans les baraquements au fond du jardin. Ceux-ci seront bientôt considérés comme insalubres et les dernières pensionnaires de la maison maternelle confiées à l'œuvre normande des mères à Canteleu, en 1985. Cependant, la situation précaire de ces femmes nous a beaucoup appris sur la pathologie du lien et l'ambivalence du sentiment maternel. Deuxième établissement, la pouponnière. C'est en 1969 que, jeune chef de clinique en pédiatrie, mon patron Claude de Ménibus me demande d'assumer une vacation à la pouponnière départementale du Belvédère dont il a la charge, mais dont il a en fait délégué la direction, de fait à une surveillante particulièrement autoritaire. Je découvre un hospice pour nourrissons. Propre, bien nourri, ceci voit défiler le long de la semaine une noria d'auxiliaires qui dispense les soins mécaniquement sans même un échange de regards. Avec l'aide de Martine Duboc, psychologue, nous nous attaquons à ce problème. Le développement des enfants confine à la déficience moyenne. La pédiatre hongroise Amy Pickler, dans sa pouponnière Logzi à Budapest,
a initié un mode de maternage qui vise à développer l'autonomie de l'enfant. Un nombre limité d'intervenants, une auxiliaire référente qui joue le rôle de substitut maternel, la toilette, le repas sont des moments mis à profit pour une relation privilégiée avec l'enfant qui est invité à participer à cette activité. La future surveillante est envoyée à Budapest et nous accueillons une auxiliaire de l'OXI. Les enfants sont alors admis et sortis du placement sans aucune préparation. Nous organisons des réunions pluridisciplinaires avec les juges des enfants et les éducateurs pour coordonner l'accueil des nourrissons, leur séjour, anticiper et accompagner le départ de l'établissement. D'autant plus que la doxa du moment veut que les nourrices ne s'attachent pas à l'enfant et n'aient plus aucun contact avec lui après son départ. Ces ruptures sont manifestement préjudiciables à son développement. Bien sûr, il est important d'éviter toute relation appropriative et de préserver le lien avec les parents, fussent-ils défaillants. Mais il faut aussi tenir compte du facteur de résilience que constitue pour le nourrisson une relation chaleureuse. Aussi, nous créons à son intention un petit livret avec des photos qui est destiné à lui restituer son histoire et à l'accompagner dans son parcours chaotique. Celui-ci peut également être utile aux éventuels parents adoptifs qui sont parfois embarrassés par la révélation de son état à l'enfant. Les visites des parents sont parfois difficiles et nécessitent souvent la médiation d'une professionnelle, puéricultrice ou psychologue, à l'instar de ce qui sera organisé plus tard dans les points rencontres. Nous travaillons sur les maltraitances, animant à Rouen une section régionale de la FIREM, l'association de recherche instaurée par Pierre Strauss à Paris. Nous organiserons de nombreuses sessions de formation sur ce sujet, favorisant toujours l'approche pluridisciplinaire. L'accouchement anonyme, l'accouchement sous X, nous préoccupe. En ce qui concerne le nouveau-né accueilli en pouponnière, notre attention est rapidement attirée par un véritable état de sidération qui dure plusieurs mois. Au point que, pendant le premier trimestre, on redoute qu'il soit sourd et aveugle. Côté maternel, la décision d'abandon, même rebaptisée consentement à l'adoption, est le plus souvent un acte douloureux et culpabilisant, même s'il n'est plus l'objet d'une telle réprobation de la part de l'opinion. L'enfant est le plus souvent immédiatement séparé de sa mère, sans qu'aucun contact ni manifestation de tendresse ne soit autorisé. Cette rupture et ses effets délétères méritent réflexion. Tout ce que nous avons appris de la sensorialité fœtale nous incite à revoir radicalement cette pratique. Nous autorisons la mère à prendre son bébé sur elle, éventuellement à le garder quelques jours, l'incitant à lui parler et à lui expliquer le pourquoi de son geste, lui proposant de laisser dans un document non identifiant tous les éléments qu'elle souhaite lui transmettre et qui pourront ultérieurement l'aider à élaborer son histoire. C'est l'anticipation à 40 ans de distance du scénario de Pupille que vous avez peut-être vu. En 5 ans, la pouponnière devient, avec Sucy-en-Brie et Beauvais, une des 3 pouponnières pilotes auxquelles est confiée la formation des personnels dans le cadre de l'opération pouponnière organisée par le ministère. Le placement institutionnel perd du terrain au profit du placement familial et l'effectif initial de plus de 100 nourrissons font à 37 à l'heure actuelle et un secteur sanitaire a été réactualisé. Le troisième élément sur lequel je m'étendrai le plus, c'est la maternité. La maternité connaît un développement foudroyant sous l'impulsion d'un trio particulièrement dynamique. Le directeur, Guy Vanberg, Arlette Lemeur, sage-femme, et Daniel Anger, obstétricien. Arlette Lemeur, épouse de Hervé obstétricien, est l'artisan passionné de cette renaissance. Transfuge déçue de la maternité du CHU, elle a pour souci majeur le vécu des couples. L'équipe s'étoffera avec le recrutement d'autres humanistes, Jean-Claude Huret, Hervé Lemeur, Gérard Labadie et bien d'autres. En 1972, on me propose un poste de pédiatre en maternité. Le concept est nouveau, le challenge est tentant. Au niveau national, l'obstétrique vit alors une mutation radicale. Simone Veil et Marie-Madeleine Dienesch initient une politique néonatale ambitieuse. Alexandre Minkowski, le mandarin aux pieds nus, revient des États-Unis et implante en France le concept de néonatologie,
fustigeant l'indifférence du milieu obstétrical vis-à-vis du nouveau-né. Beaucoup de choses vont changer durant cette décennie. Déjà, depuis 1952, la douleur des femmes en couche est mieux prise en compte et Fernand Lamaze a introduit en France l'accouchement sans douleur, la psychoprophylaxie. En 1967, Lucien Neuwirth a obtenu la légalisation de la pilule contraceptive. En 1975, Simone Veil défend les 2 titres de la loi sur l'interruption de grossesse, en dépit d'une opposition indigne des députés conservateurs. Pour nous qui avons vu mourir en réanimation des femmes victimes d'avortements clandestins, c'est une loi majeure de santé publique. Frédéric Le Boyer fait paraître La naissance sans violence, qui est accueillie comme une révélation et contribue à humaniser la pratique obstétricale. Cependant, il est accueilli comme un brûlot anti-progrès par les tenants de l'obstétrique orthodoxe. Au Belvédère, où nous accueillons Le Boyer, le propos a séduit et la démonstration enthousiasme. Respect du couple et du bébé, respect de la physiologie dans un contexte de recueillement et de vigilance, peu de monde en salle de naissance, le silence, la lumière tamisée, le nouveau-né sur le ventre de la mère, le clampage tardif du cordon, puis le bain. Ce bain qui pose le problème de l'hypothermie du bébé qui sera aisément prévenu. Initialement donné par Le Boyer, nous le confions au père s'il le souhaite. Mais je me souviens de notre angoisse initiale devant ce nouveau-né qui ne criait ni ne pleurait, mais dont nous avons appris très vite à observer la respiration calme qui prenait le relais de l'oxygénation par le cordon. Grâce à cette observation plus attentive, toute anomalie respiratoire devenait patente, nous exonérant même de l'introduction systématique d'une sonde gastrique pour dépister l'atrésie de l'œsophage. Chez nous, ce sera à la fois la rigueur médicale et la bienveillance psychologique. Dans ce domaine, mes collègues obstétriciens et les sages-femmes n'ont de cesse d'explorer les chemins qui peuvent contribuer au bien-être des couples et de leurs bébés. Ce seront la dilatation et la naissance dans l'eau, le chant prénatal, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'aptonomie, l'hypnose. L'équipe se forme à la communication non violente. La péridurale est systématiquement proposée et un dosage subtil de l'analgésique la rend ambulatoire. Les pères ont été d'emblée admis en salle de naissance et le sont désormais au bloc opératoire en cas de césarienne. Dès 1975, un centre de planification est ouvert. Nous nous préoccupons de l'accompagnement des femmes dans l'épreuve de l'interruption de grossesse. Aucun praticien n'invoque la clause de conscience, convaincu que nous sommes de l'avancée que représente la loi en termes de santé publique. En pédiatrie, tout est à créer. Il n'y a aucune culture pédiatrique en maternité. La première mission est de reconnaître l'urgence, et de traiter l'urgence, se former et former le personnel à la réanimation néonatale. L'arrivée de Pierre Vizeau et de Ilinka Guika, tous deux formés dans le service de réanimation de référence de Gilles Perriot à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, nous fait faire un bond en avant. La réanimation du nouveau-né se fera en salle de naissance, en présence des parents, ce qui évitera le blanc insupportable que représentait sa pratique hors de la salle. La réanimation du nouveau-né est une urgence absolue, où chaque minute compte si l'on veut éviter les séquelles redoutables de l'anoxie cérébrale. Reconnaître précocement et traiter la pathologie est un second impératif. En moins de 10 ans, la mortalité néonatale est passée de 22 à 6 pour 1000, avec une amélioration parallèle de la morbidité. L'étayage de la parentalité est un autre impératif de santé publique. Nous nous attachons à simplifier les règles, les pratiques de puériculture, d'accorder la diététique à la physiologie du nourrisson et de veiller à la cohérence des conseils et des pratiques, tant les effets de mode et les informations contradictoires sont déstabilisants pour les mères. Nous nous attachons à favoriser l'allaitement, peu pratiqué dans notre région, la maternité est d'ailleurs actuellement formateur dans ce domaine. La formation permanente restant un impératif, mes collaborateurs seront invités à profiter des formations par le biais de diplômes universitaires,
tant en matière de sommeil de nourrisson qu'en génétique, comme conseillère en lactation également, entre autres. Pour beaucoup, en 1970, le nouveau-né ne voit pas, n'entend pas et bien entendu ne souffre pas. Dès mon arrivée en maternité, j'ai noué un partenariat fructueux avec mes collègues psychologues de l'université et nous avons mené en commun des travaux sur la sensorialité du nouveau-né, la vision en particulier. En 1991, nous organisons même un colloque sur la sensorialité fœtale, dont la publication aux presses universitaires de France a fait longtemps référence. En 1991, nous créons une unité de néonatologie, dite alors unité kangourou, afin de pouvoir garder dans de bonnes conditions de sécurité des nouveau-nés transférés auparavant, en particulier les prématurés. À cette occasion, nous rencontrons Nathalie Charpak, la fille du prix Nobel, qui à Bogota a initié la pratique du pot à pot pour la prise en charge des prématurés. Mais ce concept a-t-il une indication dans notre pays développé, disposant des techniques modernes de réanimation? Les meilleurs services de réanimation ont adopté cette pratique et constaté que ce contact étroit, associé bien sûr chez nous à la prise en charge habituelle, améliore considérablement les paramètres respiratoires, raccourcit l'évolution et de surcroît favorise la relation mère-bébé. Le titre 2 de la loi Veil, qui autorise l'interruption médicale de la grossesse en cas d'affection grave et incurable du fœtus, nous a amené à une coopération étroite entre pédiatres et échographistes en particulier. J'ai eu la chance de coopérer avec des échographistes particulièrement performants dans ce domaine, où la connaissance des syndromes malformatifs fait du pédiatre un partenaire incontournable de la démarche diagnostique. Gérard Labadie constitue une équipe particulièrement compétente. Nos performances, dans le domaine du dépistage des malformations cardiaques en particulier, nous vaut une réputation nationale et le Belvédère sera formateur dans ce domaine au-delà des frontières. Nous avons à gérer ce domaine de la découverte d'une malformation grave, gérer le deuil périnatal et à cet égard, nous avons élaboré un protocole rigoureux. En 1982, lorsqu'une jeune femme enceinte de triplé sollicite une IVG, nous lui faisons rencontrer obstétricien, pédiatre et animateur pour tenter de dédramatiser la situation. Comme elle persiste dans sa décision, nous nous concertons et nous suggérons à Gérard Labadie de tenter l'aspiration d'un embryon. Au pire, en cas d'échec, on aboutirait à l'interruption sollicitée. Ce sera une première mondiale. Les médias alertés se précipitent au CHU, tant il est impensable que cet événement survienne dans une petite maternité départementale. Nous attachant la coopération des psychiatres, nous avons abordé la psychopathologie des femmes enceintes, qu'il s'agisse de la pathologie mentale avérée ou la reconnaissance des dépressions du péripartum, qui touchent 10 à 15% des femmes et sont bien souvent méconnues et source de grosses difficultés mère-enfant. Dépister les addictions et prendre en charge le couple mère-bébé a été initié par Elinga Guica et repris par les pédiatres à son départ. Nous nous sommes attachés également à repérer les clignotants pouvant faire craindre la survenue de maltraitance à enfants, ceci nécessitant alors des contacts avec les intervenants extérieurs. La maternité sera reconnue à 3 reprises comme la première maternité française. Elle doit, à mon sens, cette distinction au souci de bientraitance obstétricale et repose sur une constante formation personnelle et sur un solide esprit d'équipe qui va du médecin à l'auxiliaire. À de rares et malencontreuses éclipses près, elle a reposé aussi sur une étroite collaboration entre l'administration et l'équipe médicale. Cette notoriété, reposant sur des pratiques novatrices souvent contestées, nous a valu quelques procès en sorcellerie et l'hostilité parfois violente du CHU, notre notoriété indispose manifestement. Pensez, nous avons même quelques prétentions à la recherche clinique. Nous créons l'ARMB, l'Association pour la recherche médicale au Belvédère, et intervenons dans des congrès nationaux et internationaux.
Nos travaux sur la supplémentation en vitamine D de la femme enceinte, amenant l'éradication des convulsions hypocalcémiques du nouveau-né, font même l'objet d'une recommandation de l'Académie de médecine. Il faut cependant replacer cette évolution dans le contexte local. Des 10 maternités rouennaises des années 70, il en reste 3. Les maternités rurales de Barentin, Neuchâtel et Gournay ont été fermées. L'équipe du Belvédère a accompagné et accompagne encore ces fermetures en assurant dans ces 3 villes des consultations d'obstétrique. Les parturientes dont la grossesse peut ainsi être suivie près de leur domicile viennent accoucher à Rouen en toute sécurité. Localement, passé de 800 à 3600 naissances en une dizaine d'années, dans un établissement du XIXe siècle inadapté à une telle fonction, n'a pas été sans poser de nombreux problèmes de restructuration que Guy Vanberg a géré tambour battant. Le plus important a été la transformation de la chapelle du séminaire en plateau technique, abritant 6 salles de naissance et 2 blocs opératoires. Celui-ci est actuellement transformé en salle de consultation depuis la création en 2017 d'un nouveau plateau technique plus important et conforme à la nouvelle réglementation. Il doit en outre permettre le développement de la chirurgie, diversification recommandée par l'ARS est censée pallier notre déficit chronique. La modernisation de notre hôtellerie s'était également imposée et a été réalisée en 1991. La demande des couples a aussi beaucoup évolué. L'hypermédicalisation de la naissance est critiquée. Oubliant que la sécurité obstétricale a été durement acquise, certains revendiquent des pratiques à risque que sont l'accouchement à domicile ou les maisons de naissance non médicalisées. C'est oublier que la complication obstétricale est parfois inopinée et peut être rapidement dramatique. Cette émergence dans le discours médiatique de la maltraitance obstétricale ne me paraît rien d'autre que le témoin de l'incapacité de certains à humaniser leurs pratiques. Il me faut rendre à cette occasion un hommage à l'équipe médicale du Belvédère. Elle s'est étoffée. Mais en dépit des appréhensions que pouvait faire naître un élargissement de l'équipe, les nouveaux venus ont su préserver jusqu'à maintenant l'esprit pionnier de la maison, se bornant à une vigilance discrète. Les sages-femmes restent le pilier de la surveillance de la naissance, l'attention au couple est le fait de toute l'équipe, auxiliaire des services comprise. Le Belvédère est cependant menacé. L'accouchement eutocique, c'est-à-dire normal, est mal rémunéré. Et n'étant pas hôpital généraliste, nos urgences ne peuvent même pas être honorées. C'est de l'avis même de la Cour régionale des comptes la cause essentielle d'un déficit chronique. Lors d'un audit, une experte, femme médecin, nous a recommandé de pratiquer davantage de césariennes. Un comble. Manifestement, la rémunération à l'acte n'est pertinente ni pour l'accouchement, ni pour l'intervention pédiatrique. La naissance n'est pas réductible à un algorithme. On peut imaginer effectivement le couple livré à la surveillance d'un monitoring, la sage-femme surveillant de son PC un certain nombre d'écrans afin de ne laisser passer aucun signe d'alarme. Le risque médico-légal serait conjuré, les gestionnaires satisfaits. La maternité du Belvédère pose problème et selon les experts, le modèle unique de grosse maternité monothématique, j'entends par là qu'elle pratique essentiellement des accouchements, qu'elle représente est montré du doigt et n'est pas viable. N'est-elle pas à l'évidence le révélateur d'un système absurde qui prône la bienveillance obstétricale et en même temps refuse les moyens de la promouvoir? Je vous remercie. Bien, merci beaucoup à Alain pour cette très belle conférence. Je pense que vous avez vu que c'était quand même une prouesse d'essayer de tenir en même temps, en 45 minutes, toute l'histoire très complexe du Belvédère, en terminant sur l'actualité avec une conclusion très forte.
qui est à mon avis une très belle conclusion par rapport à cette conférence et sur laquelle je pense on va aussi un peu rebondir. Donc je suppose que vous avez pas mal de questions, mais on va passer tout de suite à la table ronde pour pouvoir un peu prolonger justement la dernière partie de l'exposé d'Alain Hénoch, et je demande si elles veulent bien venir... Elles et ils veulent bien venir à la table. Donc Pierre Vizot, Gérard Labadie, Muriel Jacou et Claire Huret. Alors, si vous avez suivi un peu le PowerPoint, vous vous êtes sans doute rendu compte qu'il y a un moment dans la conférence d'Alain Hénoch où on a eu un décalage entre les images et ce qu'il disait. Et s'il y a eu un décalage, c'est parce qu'il n'est pas facile d'illustrer tout ce que le Belvédère a apporté dans les années 70-80 comme révolution maternelle, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, mais pas beaucoup d'images. Pas beaucoup d'images. Les images qu'on a choisies pour illustrer ça, c'est des images qui ont été prises bien après, dans les années 2000, qui peuvent illustrer, mais il y a un décalage. Donc c'est d'autant plus précieux d'avoir ici des témoins de cette aventure et de pouvoir faire avec eux l'histoire de ce qui s'est passé au Belvédère, une sorte de révolution finalement de l'accueil de la mère, de l'accueil de l'enfant et de la parentalité. Donc je présente très très rapidement les intervenants de cette table ronde, Alain Hénoch évidemment restant présent à cette table et pouvant intervenir. Donc il y a d'abord Muriel Jacou, donc sage-femme, qui est sage-femme au Belvédère depuis 1979. Voilà, 1er juillet 1979. Donc par ordre alphabétique ensuite Claire Huret, également sage-femme au Belvédère depuis 1982. Voilà. Je continue par ordre alphabétique. Gérard Labadie, qui a été cité plusieurs fois dans la conférence, qui est obstétricien, qui a été obstétricien au Belvédère depuis 1978 et puis surtout depuis 1981, si j'ai bien compris, à temps complet, et ce jusqu'en 2015. Et enfin, Pierre Vizot, anesthésiste, qui a été anesthésiste au Belvédère de 1982 à 1990. Donc on a prévu en fait de faire une table ronde autour de 4 questions, quatre questions un peu transversales permettant à chacun des membres de la table ronde de réagir et puis de donner un petit peu son sentiment, son expérience par rapport à ce qui, encore une fois, s'est passé de très intéressant au Belvédère dans ces décennies de la fin du XXe siècle et encore du début du XXIe siècle. Donc la première question un peu transversale qu'on avait envie de poser, c'est celle justement de cette expérience collective. Alain Hénoch nous a bien expliqué dans sa conférence qu'il y avait eu une mobilisation collective, un engouement, une empathie de l'équipe autour d'une nouvelle approche de la naissance, d'une nouvelle approche également des premiers moments, des suites de couches, donc dans ces années 70 et 80. Vous l'avez entendu, la plupart des témoins qui sont autour de cette table sont des témoins qui sont arrivés au Belvédère dans les années 80, à une époque où finalement on aurait pu croire qu'une partie des grandes avancées sociétales de la fin des 30 Glorieuses, la loi Neuwirth sur la contraception, la loi Veil, tout le développement de la psychologie, de la psychanalyse dans les années 70, le mouvement féministe dans les années 70, on aurait pu croire que tout ça avait finalement constitué des acquis. Or, de toute évidence, rien n'est vraiment acquis au début des années 1980. Et donc la plupart des témoins qui sont ici n'arrivent pas après la bataille, mais bien pendant la bataille d'une réforme globalement de la maternité et de la manière de l'accompagner. Donc la première question que j'avais envie de leur poser, c'est comment finalement vous êtes rentrés dans cette logique collective, dans cette aventure collective, de votre point de vue de témoin, et comment aussi les usagers auxquels vous avez été confrontés ont réagi, ont accompagné, vous ont soutenu, au contraire freiné dans cette aventure de la révolution maternelle. Peut-être qu'on peut commencer par une sage-femme, peut-être, si elles en sont d'accord. Elles ne sont pas forcément d'accord. Donc, Muriel Jacou. Je vais commencer. Alors, je n'ai rien préparé. Donc, je vais vous raconter peut-être... Il faut appuyer dessus. Faut que ce soit vert. D'accord. Là, c'est mieux. Donc, je disais que je n'avais rien préparé.
Et je vais peut-être juste vous raconter un petit bout de ma vie au Belvédère. Hein. Comment je suis arrivée au Belvédère, donc le 1er juillet 79, c'était un dimanche, venant du CHU qui était à l'Hôtel-Dieu à l'époque. Et quand on avait envie de travailler au Belvédère, attiré par ce qui s'y faisait, en particulier la naissance sans violence de Frédéric Le Boyer, eh ben on ne le disait pas à l'Hôtel-Dieu, parce qu'on se faisait moquer. Et on nous disait, tu vas faire des accouchements dans le noir, tu vas rejoindre un peu les fous sur la colline là-haut, qui travaillent de manière particulière. Donc on le disait au dernier moment, le plus tard possible, pour éviter ces moqueries. Voilà. Donc arriver au Belvédère, c'était un monde complètement différent. Moi, je suis arrivée avec tout mon savoir appris à l'école, donc fondamental, et en même temps, j'ai tout réappris au Belvédère, par l'accompagnement qui se faisait avec les sages-femmes plus anciennes. Il y avait Arlette Corbelin, il y avait Evelyne Durand, il y avait Monique de Michel, il y avait Catherine Dieuloir, qui étaient de garde avec nous et qui nous montraient comment on faisait un accouchement selon les règles du Belvédère, dans des positions différentes, en écoutant les patientes, en les laissant faire, en ne mettant pas les mains. Vous imaginez, pour une jeune sage-femme qui avait appris à aller chercher le menton du bébé, il fallait ne pas mettre les mains, on mettait un miroir et on laissait la patiente accoucher. C'était quelque chose, un autre monde. Et c'était enthousiasmant à la fois cette nouveauté, ce compagnonnage que faisaient les collègues. Alors je parle de sages-femmes plus expérimentées, mais c'était aussi des aides-soignantes ou des auxiliaires de puériculture qui étaient en salle de naissance avec nous, qui nous guidaient. Hein. Moi j'ai commencé, je suis arrivée au Belvédère, j'avais 20 ans. Hein. Donc j'avais pas beaucoup d'expérience, ni dans la vie, et pas du tout dans la vie professionnelle. Et c'est elles, par des petits signes, qui nous encourageaient, qui nous montraient le chemin. Et ce compagnonnage, il a été extrêmement important. Après, le collectif, il se passait aussi avec les patientes, avec les parents. Hein. Si on les écoutait, c'est eux qui nous faisaient des demandes et on essayait de répondre à leurs demandes. Et ça, c'est quelque chose d'hyper enrichissant. Hein. Moi, toute ma carrière au Belvédère, j'ai beaucoup appris de mes collègues, que ce soit les collègues médecins, sages-femmes, aides-soignantes, auxiliaires, aussi les ASH. Hein, des fois, les agents des services hospitaliers, on les met un petit peu de côté, ils ne font pas partie du personnel soignant, mais ils sont là quand même auprès des patientes, et il ne faut pas les oublier parce qu'elles leur confient des fois des choses justement qu'elles ne vont pas confier aux soignants. Donc, tout ce côté équipe, vraiment, à tous les niveaux, est hyper important et constitue le compagnonnage que l'on peut avoir quand on travaille au Belvédère. Et je vous disais, dans un deuxième plan, cette écoute des patientes, ce qu'elles nous demandent, des fois des demandes qui peuvent paraître irréalisables, incongrues, et en fait, quand on réfléchit un petit peu, quand on prend du recul, on se dit, mais oui, pourquoi pas ? Et c'est elles qui font aussi énormément avancer les choses. Donc pour moi, c'est ça, le collectif, tout ce que j'ai pu apprendre et vivre au fur et à mesure de ma carrière. Après, ben voilà, quand on passe 40 ans au Belvédère, on vit des moments différents. Et quand on est une femme, on accouche aussi au Belvédère. Hein. Donc voilà. J'ai accouché une première fois, 3 heures, pas de péridurale, pas d'épisio, pas de perf. Hein, c'était il y a 36 ans, ça vous arrivera plus jamais, hein, parce que maintenant on ne peut plus accoucher comme ça. Mais voilà, ça existait et c'était formidable. Et j'ai accouché une deuxième fois par césarienne, donc tout l'opposé, tout médicalisé. Et c'est un souvenir aussi formidable, tout aussi formidable, parce qu'au Belvédère, on vous donne la possibilité, même s'il naît par césarienne, d'avoir votre bébé sur vous. Le papa est en salle d'opération et voilà, après, ça fait qu'on a des souvenirs aussi merveilleux pour 2 accouchements complètement, diamétralement opposés. Voilà, alors après, quoi dire d'autre sur on y reviendra peut-être. Je vais passer la parole. Oui. Hein.
Donc peut-être, vous avez à juste titre, vous êtes parti sur la manière dont vous êtes arrivé au Belvédère. Tout à l'heure, avant la séance, on en discutait un peu avec Pierre Vizot, qui nous a raconté la manière dont il est arrivé au Belvédère, qui était quand même assez intéressante. Est-ce que vous accepteriez de revenir là-dessus? Donc moi je vais vous raconter la même chose, mais un peu différemment. Donc en 1981, je cherchais un poste d'anesthésiste. Donc j'étais à Paris. Je connaissais Rouen et des villes, mais pas tellement Mont-Saint-Aignan. Et donc je cherche un poste. Donc je vais au ministère. À l'époque, on pouvait aller facilement au ministère. Et donc il y a une dame qui centralisait toutes les demandes des différents hôpitaux, qui me dit là vous pouvez aller là. C'était de l'autre côté de Paris, ça ne m'intéressait pas trop. Il me dit il y a une maternité qui pourrait vous intéresser, c'est à côté de Rouen. Je dis une maternité, pourquoi pas. Puis je ne choisis pas évidemment à ce moment-là. Quelques temps après, je reçois une lettre de M. Vanberg, et qui faisait donc la pub du Belvédère, une maternité dynamique dans un environnement très attractif, à Mont-Saint-Aignan, Paris de tous les charmes qu'il a aujourd'hui, en moins, puisqu'aujourd'hui c'est mieux qu'avant. Et donc je dis ça m'intéresse pour des raisons familiales, disons. Et je vais voir, je fais le tour de mes patrons d'anesthésie, parce que c'était la mode à l'époque, quand on postulait pour un poste, il fallait avoir des lettres de recommandation dans son dossier. Donc je vais à l'hôpital Foch voir mon patron d'anesthésie, qui s'appelait le professeur Guy Vourche, que vous ne connaissez pas, mais qui est un très très grand résistant de la première heure en 40. Il est mort depuis, malheureusement. Qui était un membre des commandos Kiefer, qui sont les meilleurs commandos de la France libre de l'époque, et qui me dit, sans plus de renseignements, vous allez à la maternité du Belvédère, je suis pas d'accord. Alors je lui demande pourquoi, et il me dit parce qu'on y fait des IVG. Et je lui dis alors il dit je suis pas du tout d'accord. Je vous demande de pas y aller. Donc je lui dis mais je me suis déjà un peu engagé. Il me dit je vais vous faire ma lettre, mais je ne suis absolument pas d'accord. Et donc il a fait la lettre, qui faisait partie des 7 ou 8 lettres qu'on devait présenter. Et donc c'est comme ça que je me suis présenté ensuite, en 1982, donc, pour être nommé chef de service d'anesthésie du Belvédère, maternité que je ne connaissais pas encore et que j'ai appris à connaître. Mais tout ça pour dire que à Paris, on connaissait le Belvédère comme un établissement hospitalier qui cherchait du monde. Donc c'était une maternité connue, c'était pas une petite maternité, c'était pas Gournay-en-Bray, quoi. Et le professeur Vourche, il avait déjà entendu parler du Belvédère à cause des IVG qu'on y faisait, et aussi à cause du fait que au CHU de Rouen, le professeur Duval était contre. Et que le professeur Duval, il avait été plus ou moins séquestré par le MLAC en 1980-81, et qu'il y avait un grand débat justement à la maternité de Rouen, enfin au CHU de Rouen, à propos de l'IVG. Et donc c'est une des différences, on en parlait tout à l'heure, on en reparlera avec Gérard, pour dire que le Belvédère à cette époque-là, il s'est construit contre le CHU, mais contre. C'est-à-dire qu'il y avait une opposition sur un certain nombre de principes. Donc, disons, appelons ça un catholicisme conservateur au CHU de Rouen. Et au Belvédère, en même temps que je rends l'hommage à Jean-Claude Duret et à Hervé Lemeur, une espèce de catholicisme progressiste, que Jean-Claude, il l'était, et il en parlait, et qu'effectivement, il y a une opposition un peu idéologique sur ce point-là. Et effectivement, autant au CHU, à cette époque-là, les gens étaient assez sourds aux demandes des couples, des femmes, des parents, des futurs parents et même des enfants, même s'ils ne parlent pas. Autant à l'époque, tout à fait à l'opposé, comme l'a dit Alain, et comme on va le redire sûrement, il y avait cette émergence de la demande, d'une demande d'autre chose pour la maternité, pour la parentalité, qui était entendue et qui a été particulièrement entendue au début par Jean-Claude Duret et Hervé Lemeur. S'il n'avait pas été
parce qu'il fallait des obstétriciens pour initier quand même les pédiatres c'est bien, les anesthésistes c'est bien aussi, mais ce qu'il faut d'abord, c'est des obstétriciens qui comprennent cette demande. Et c'est grâce à leur sensibilité, leur anticipation finalement que le Belvédère a pu se construire. D'accord. Bah, effectivement, la parole, c'est logique que ce soit Gérard Labadie qui la prenne. Donc, je ne dirais pas que Gérard Labadie n'a pas accouché au Belvédère, mais c'est quand même, il a accouché un certain nombre de femmes au Belvédère, et surtout, en fait, il est rentré lui aussi au Belvédère par conviction. Est-ce que vous pouvez revenir sur... Oui, ben, je vais revenir aussi à mon archéologie. Vous pouvez rapprocher le micro un peu. Oui, parce que à la fin de mes études médicales, je souhaitais m'orienter vers une discipline médico-chirurgicale. Je ne savais pas quoi faire. Mais j'avais quand même remarqué que pendant toutes mes études médicales, je fuyais très régulièrement la salle des hommes et que j'allais beaucoup à la salle des femmes. Et donc, ayant été élevé par une mère, une grand-mère et une sœur, vraiment mon amour des femmes pouvait trouver à s'épanouir dans la gynécologie obstétrique. Et il se trouve que l'événement fondateur de ma vocation, ça a été une naissance, et la naissance de mon fils aîné, qui maintenant a 43 ans. Et le contact que j'ai eu avec le Belvédère offrait vraiment un contraste très saisissant entre l'accueil dont on bénéficiait en tant que patient, l'écoute, les explications, le sourire, par rapport à ce que j'avais rencontré, et je dirais même à ce qui m'avait fait frémir quand j'étais arrivé à l'hôpital, petit bourgeois protégé, arrivant dans un milieu qui paraissait presque hostile aux malades qui venaient s'y faire soigner. Donc le Belvédère m'est apparu comme étant un lieu assez extraordinaire, et donc j'ai souhaité aller passer une partie de mon internat au Belvédère. Il a fallu batailler, y compris effectivement avec le professeur Duval qui était mon patron. Et là, j'ai trouvé effectivement une équipe où se sont agrégés vraiment des praticiens. Quand je dis praticiens, c'est des sages-femmes, c'est des obstétriciens, c'est des pédiatres, bien entendu, qui s'inscrivaient vraiment dans la continuité des mouvements sociaux et de libération qu'il met de mai 68, qui reprenaient à leur compte toutes les revendications des mouvements féministes, et qui, sur le plan, je dirais, plus philosophique, étaient dans une contestation de cette dualité corps-esprit ou corps-âme, et où, comme l'a dit Alain, la notion de sécurité psychologique allait de pair avec la sécurité somatique qui n'était pas discutable non plus. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivé au Belvédère. Donc Claire Huret, vous portez un nom qui est, on l'a dit à plusieurs reprises, qui est associé de manière très forte au Belvédère. Je ne sais pas si c'est si facile que ça à porter. Comment vous êtes arrivé au Belvédère et comment vous avez épousé la cause? Moi, je suis arrivée au Belvédère en 82. Effectivement, de par mon nom et les liens que j'avais avec Jean-Claude Huret, il était tout naturel pour moi de postuler dans cette maternité. J'en avais beaucoup entendu parler au niveau familial et j'avais très envie de découvrir ça. Donc je ne vais pas redire ce qu'a dit Muriel. En tant que jeune sage-femme, on arrivait avec tout un bagage technique et théorique complet. Et j'avais l'impression d'arriver sur une autre planète. Alors effectivement, Muriel a bien décrit ce qu'on vivait là. Ce que j'ai découvert au Belvédère, c'est un collectif médical qui comprenait les médecins, les pédiatres, les sages-femmes qui nous ont beaucoup formés par du compagnonnage très efficace et surtout une disparition des barrières hiérarchiques qu'on avait beaucoup appris et subi pendant notre formation. Et là, on se trouvait avec des médecins avec qui on pouvait échanger, avec qui on partait en formation, avec qui on vivait des tas de choses incroyables.
sur le plan de ce qu'on pouvait partager, découvrir. C'était une maternité qui bouillonnait. Enfin, il y avait une réflexion permanente, il y avait des groupes de parole, c'était complètement différent de ce qu'on avait vécu. Et puis, il y avait un collectif aussi qui était important, c'était le collectif avec les femmes. C'est-à-dire qu'on a découvert dans les parturiantes qui choisissaient le Belvédère comme maternité, des femmes qui étaient hyper motivées, hyper militantes, qui s'inscrivaient effectivement dans tous les mouvements sociaux de l'époque et qui défendaient leur droit à mettre au monde leur enfant comme elles voulaient. Et ça, c'était complètement nouveau. Moi, je sortais d'une maternité où elles n'avaient pas la parole, où elles n'avaient pas tellement de demandes, où on leur imposait des tas de choses systématiques. Et on arrivait dans une maternité où il fallait les écouter, les entendre, réfléchir. Il n'y avait pas de protocole, il fallait adapter nos pratiques à chaque demande, à chaque couple. Et puis en même temps, il fallait articuler ça avec une sécurité médicale qui était indispensable à maintenir, évidemment, et à laquelle on était très attachés, et sur laquelle on ne voulait rien lâcher, parce que ça faisait partie quelquefois des attaques qu'on pouvait nous faire par d'autres établissements. Donc c'est tout ça que j'ai découvert en arrivant au Belvédère. J'ai eu effectivement beaucoup de plaisir à travailler maintenant avec Jean-Claude Duret, tout particulièrement, et je tiens à lui rendre hommage. Et voilà, j'ai découvert quelque chose, j'ai découvert la naissance en arrivant au Belvédère, j'ai découvert toute la dimension humaine de ce moment-là, et j'ai découvert des relations professionnelles uniques. Voilà. Merci. Alors, vous avez fait vous-même la transition avec la deuxième question qu'on avait prévu de poser, c'est-à-dire l'évolution de la culture professionnelle et des rapports professionnels au sein de l'institution. Alors, ce qui est très frappant, c'est que l'arrière-plan, quand même, c'est l'explosion démographique. On passe de 800 à 3600 naissances, nous a dit tout à l'heure Alain Enoch. Donc, ça suppose des nouveaux recrutements de sages-femmes, d'obstétriciens, d'anesthésistes. Comment, finalement, ce collectif très soudé que vous avez chacune et chacun décrit ici, comment il arrive à s'adapter à cette croissance quantitative? Est-ce que c'est par la formation? Vous en avez beaucoup parlé. Alain Enoch, dans son livre, il l'a dit tout à l'heure encore, il invite le Boyer à venir au Belvédère. Donc je suppose que quand vous êtes plusieurs dizaines de sages-femmes, tout le monde ne peut pas être là. Enfin, comment ça a pu évoluer et finalement tenir ces pratiques-là dans les années 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui? Peut-être Gérard Labédy, si vous voulez commencer sur cette question. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une agrégation de gens qui avaient les mêmes buts au départ. Et donc ça a créé une espèce de culture d'entreprise qui était très forte et qui permettait, qui attirait des gens qui en ont entendu parler, comme Pierre Vizeau. C'est-à-dire que c'était vraiment du bouche à oreille dans les congrès, entre praticiens. On a recruté des gens qui finalement, au départ, avaient les mêmes objectifs. Ce qu'a dit Claire est très important au niveau de... Parce que bien sûr, il y avait un versant... On s'ouvre vis-à-vis des patientes, on accueille leurs demandes, même des demandes quelquefois qui nous semblent excessives, on va les discuter. On ne va pas considérer les patientes comme des gens qui sont incapables de comprendre même des situations difficiles. On va expliquer, on va essayer de se mettre à leur niveau. Et le deuxième versant, c'est le versant institutionnel, c'est-à-dire qu'on va créer une organisation qui ne sera pas une organisation pyramidale, celle qu'on connaissait dans les CHU, mais où chaque praticien va pouvoir développer des domaines qui vont lui plaire le plus particulièrement. Pour ma part, ça a été l'échographie, puisque quand je suis arrivé au Belvédère, ce qu'on pouvait savoir du fœtus, c'était le mètre de couturière pour mesurer l'utérus, c'était le toucher vaginal et c'était la radiographie qu'on demandait quelquefois au bout de quelques mois. Quand le ventre était un peu gros, on se disait, bon, il y en a peut-être deux, c'est pas impossible. Et donc, moi, j'ai vécu et
Hervé Lemeur et Jean-Claude Duret m'ont laissé développer l'échographie qui a révélé ce qu'était vraiment la vie intra-utérine et le développement du fœtus et sa pathologie. Et après, donc cette transmission s'est faite, je dirais, d'abord par une osmose entre les gens qui venaient au Belvédère, essentiellement. D'accord. Pierre Vizot, tout à l'heure, Muriel Jacou, en évoquant ces deux accouchements, a évoqué finalement deux périodes très différentes, en évoquant le rôle de la péridurale. L'anesthésie qui se développe dans les années 80, est-ce que c'est pas une façon finalement de conforter la médicalisation? Est-ce qu'il y a eu des débats autour de la péridurale dans les années 80? Ça dépend des débats au Belvédère ou en dehors du Belvédère. On va se limiter au Belvédère. Hein. Pour donner, la péridurale, c'était de toute façon, c'était en train d'émerger et notre contribution au débat, ça a été de dire qu'on pouvait la faire, nous, ma collègue Inka et moi, on pouvait faire à n'importe quel moment et à n'importe qui ou à tout le monde une péridurale gratuite. C'est-à-dire l'accès à la péridurale n'était pas conditionné par des obstacles financiers ou voire bureaucratiques. Bon, donc la péridurale, c'est une chose. La sécurité médicale de l'accouchement, c'est autre chose que la péridurale. Et donc, ma collègue et moi, dans Kilinka, donc nous sommes deux anesthésistes de formation. Elle, anesthésiste en pédiatrie, moi plutôt chez les adultes, avec des compétences partagées sur certaines pathologies comme l'addiction, la tolérance des médicaments, etc. Mon sentiment, c'est que nous avons apporté une sécurité médicale au sens strict, d'abord en prenant en compte quand même la pathologie des femmes avant la naissance, donc la pathologie de la grossesse. Donc il y a une partie de la pathologie de la grossesse qui nous intéresse en tant que médecins spécialement et que les obstétriciens, même les pédiatres, ne connaissaient pas très très bien. C'est-à-dire la physiopathologie, des hypertensions gravides, de l'éclampsie, etc. Donc nous nous sommes intéressés à ça. Tout le monde ne s'intéressait pas à ça à l'époque, il faut dire. Et ça, c'était avant l'accouchement. Au moment de l'accouchement, il y avait donc, disons, trois choses. Il y a partie analgésie, la péridurale, seule ou accompagnée de toutes les possibilités qu'offrait le Belvédère à l'époque. Donc, je parle des années 82-90. Donc, il n'y a pas d'opposition entre... par exemple, commencer par de l'acupuncture et finir avec une péridurale. Il n'y avait pas d'opposition entre Madame Guiraud et nous. Bon, ça, c'est une chose. Il y a l'analgésie. Il y a la deuxième chose, c'est la sécurité de la parturiente quand elle est malade. Donc, elle peut avoir des maladies qui se manifestent au moment de l'accouchement. Ça peut être, par exemple, l'hypertension, ça peut être une infection, ça peut être une hémorragie, disons que c'est à peu près tout. Et là, c'est important. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin d'anesthésiste sur place. C'était du luxe. Les anesthésistes, il y en avait quand on les appelait au téléphone. On avait, je rappelle aussi que les portables n'existaient pas. Enfin, c'était une autre époque. Donc, il fallait être là. Et effectivement, il fallait être là le jour et la nuit. Et au début, on a été pratiquement deux pendant très longtemps, donc on a fait beaucoup de gardes. Et pour finir par des gardes sur place, c'était ça aussi la sécurité médicale pour les femmes. C'est-à-dire que quand une femme saigne, il ne faut pas attendre 2 heures, il faut s'en occuper, si on a de la fièvre, etc. Bon. Et la troisième chose, c'était, disons, parce que c'était quand même notre spécialité, c'était la prise en charge du nouveau-né à la naissance quand il ne va pas bien. Alors, dans 90% des cas, il va bien et c'est pas un problème, mais dans un certain nombre de cas, que ce soit une césarienne ou pas, on a besoin d'une présence. Et comme nous étions présents avant les pédiatres, c'est nous qui avons quand même assuré la prise en charge de la réanimation du nouveau-né à la naissance quand il en avait besoin, sans en faire trop, mais en faisant quand même ce qu'il fallait.
Donc ça supposait qu'on a fait acheter un certain nombre de matériel, etc. Et qu'il a fallu effectivement pour les enfants qui n'allaient pas bien et qui n'allaient pas bien, négocier avec le CHU pour qu'ils les accueillent dans de bonnes conditions psychologiques. C'est sûr qu'on peut les envoyer, mais qu'ils ne soient pas considérés comme ça se faisait parfois à Paris, un enfant qui naît dans une maternité où il n'y a que des assassins, quoi. Donc, à Paris, ça existait. Honnêtement, à Romans, ça n'existait pas. Disons que nous avions une expérience suffisante, ma collègue et moi, pour cette partie-là, pour que ce ne soit pas, disons, trop discuté. Donc, voilà ce que nous faisions à l'époque. Je voudrais passer donner la parole à Muriel Jacou et à Claire Huret pour avoir un peu aussi leurs sentiments par rapport à cette absence de culture mandarinale au Belvédère. Est-ce que dans la durée, vous l'avez vécu de la même manière que ce que nous a raconté Gérard Labadie et Pierre Viseux? Oui, tout à fait. Effectivement, enfin, comme disait Claire, il n'y avait pas vraiment de barrière entre les obstétriciens, les anesthésistes et le reste du personnel. Les formations se faisaient vraiment en commun, donc on avait des buts tout à fait communs. On pouvait se parler. Enfin, moi j'ai un exemple, par exemple, une fois, Monsieur Lemeur qui venait pour accoucher une patiente privée, eh ben, il s'est placé à côté de la patiente, il lui a tenu la main, il m'a laissé faire l'accouchement. Voilà, ça montre que la place du grand docteur, même avec une cliente privée, eh ben, ça peut être de tenir la main de la patiente et de laisser la sage-femme faire l'accouchement. Je ne suis pas sûre que ça se fasse dans beaucoup d'endroits où les gens se placent comme ça. Hein. Souvent, on se pousse et on laisse la place au médecin. Bon, je pense que ça explique tout à fait la position de chacun. Qui peut être égalitaire. Après, il n'en reste pas moins que cette hiérarchie qui n'est pas marquée de façon très nette, elle existe quand même. Je veux dire, les médecins sont les supérieurs hiérarchiques des sages-femmes et on n'irait pas à l'encontre de leurs décisions. Hein. C'est eux qui ont un savoir pour prendre certaines décisions. Pour autant, on peut toujours discuter, donner nos impressions. C'est la même relation, en fait, que ce qui existe entre le soignant qui a une formation médicale et la patiente qui n'en a pas, mais qui a des souhaits. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de l'écouter, de voir ce qui est possible de faire en fonction de ses souhaits. Ça existait à cette époque-là et que ça existe toujours. On a des gens qui arrivent avec des projets de naissance écrits, construits, qu'on va recevoir avant l'accouchement. On va essayer de comprendre pourquoi ils ont écrit ce projet, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui sera peut-être pas à coup sûr réalisable. Et je pense que c'est aussi, par exemple, choses qui font partie de la richesse du Belvédère. D'accord. Je pense qu'une des richesses du Belvédère aussi, c'est d'avoir le choix. On parlait de la péridurale tout à l'heure. La péridurale, elle s'est beaucoup développée. Elle n'a jamais été imposée à personne. On peut accoucher de différentes manières. Il y a tout un panel et on a le choix. On peut aussi commencer avec une option de quelque chose de très naturel et changer d'avis à un moment donné sans être montré du doigt. Et ça, cette liberté, elle existe toujours au Belvédère dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la péridurale, que ce soit sur la longueur des séjours. On peut rester 2 jours en maternité, on peut rester 4 jours. De temps en temps, on peut rester aussi plus longtemps quand les gens en ont besoin. On a encore, j'espère que ça va durer, on a encore le choix. Quand je dis on, c'est les soignants et surtout les patientes. Ça, c'est très, très important. Alors, Claire Huret, si vous voulez peut-être soit compléter, soit peut-être aussi peut-être prolonger. On parle beaucoup de la salle de naissance. Il y a aussi ensuite la question des suites de couches où peut aussi se jouer un certain nombre de compromis entre des approches. Tout à l'heure, Alain Enoch évoquait Frédéric Le Boyer, le conflit avec Alexandre Minkowski et autour de la néonatologie. Est-ce que ça a traversé le Belvédère? Est-ce que à un moment donné, il y a eu peut-être des ajustements entre sage-femme et puéricultrice, par exemple, entre sage-femme et pédiatre? Alain Enoch, dans son livre, évoque le geste du pédiatre qui vient faire une prise de sang à un nouveau-né. Est-ce que vous avez des souvenirs par rapport à ça?
Oui, j'ai quelques souvenirs, même si j'ai passé la majeure partie de mon temps plutôt en salle de naissance qu'en suite de couche. Ce que je voulais juste rajouter par rapport à la question précédente, c'était aussi que à l'époque, l'équipe médicale en particulier était réduite. Donc, par rapport à ce qu'on a maintenant, on avait une équipe qui était très, très concentrée. Donc, on avait des relations de proximité beaucoup plus importantes et on se connaissait vraiment très bien et on passait beaucoup de temps ensemble. Ça me paraissait important. Par rapport aux formations, je voulais aussi redire que on était tous envoyés dans des différentes formations parce qu'il y en avait partout à l'époque et qu'on avait un devoir de restituer au reste de l'équipe ce qu'on avait entendu, vu, etc. Et que c'était une obligation, ce qui permettait aussi à la formation de se transmettre transversalement à tous les intervenants. Donc ça, c'était très important. Par rapport à ce que vous disiez sur le boyer et l'accueil du nouveau-né, il n'y avait pas beaucoup de puéricultrices à l'époque. Les sages-femmes étaient très présentes dans tous les niveaux de la maternité. L'accueil du nouveau-né, effectivement, a été très modifié par le passage de le boyer à la maternité. Et les pédiatres étaient tout à fait engagés dans ce mouvement-là. Donc, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes à cette époque-là. Ça s'est inscrit tout à fait naturellement comme quelque chose qu'il fallait mettre en place. Et comme considérer le nouveau-né comme quelqu'un effectivement de tout à fait sensible, sensoriel, avec des tas de capacités qu'il fallait respecter, avec du coup une prise en charge dans les suites de couches qui devait s'adapter au rythme du bébé. Ça a été très important, c'est-à-dire qu'effectivement, les prélèvements, les examens de pédiatre, les prises de sang, les pesées, tout ça devait se faire quand le nouveau-né était réveillé, mais pas quand les soignants avaient décidé que c'était le moment de le faire. Donc ça s'est répandu dans toutes les étapes du séjour à la maternité, que ce soit dès la salle de naissance, pendant le séjour et pour la sortie. Merci. Donc, comme le temps tourne et que je veux quand même laisser un petit peu la parole à la salle, je vous propose de fusionner la troisième et la quatrième question que j'avais prévu de poser. Je voulais poser une question sur les rapports avec le centre hospitalier universitaire, l'environnement institutionnel, mais je pense qu'on sera amené à y revenir. Et je voudrais surtout pas passer à côté de la dernière question qui pour nous était quand même assez essentielle, qui est la question de l'héritage et de la transmission. S'il y a une chose sur laquelle je pense que tout le monde est d'accord ici, c'est que vous n'êtes pas ici pour dire que c'était mieux avant. L'idée, c'est pas que c'est une histoire qui est passée, c'est une histoire qui est dépassée, mais c'est une histoire qui forme sens, qui fait sens aujourd'hui, qui est une histoire qui a un héritage, et donc ça pose la question de la transmission aux jeunes générations de soignants et de voir comment ça peut se transmettre. Alors bien évidemment, depuis une quinzaine d'années, l'environnement institutionnel a fortement changé, que ce soit en termes de formation des soignants, des sages-femmes en particulier. La formation des sages-femmes actuelles n'a plus rien à voir avec la formation des sages-femmes que vous avez reçue dans les années 70 et 80. C'est valable également pour les médecins. La tutelle institutionnelle est beaucoup plus forte par le biais de l'Agence régionale de santé, par le biais de la tarification à l'acte. Il y a toute une série de choses qui ont évolué. Malgré tout, comment vous avez réussi, vous réussissez aujourd'hui, pour celles d'entre vous qui travaillent encore au Belvédère, à essayer de transmettre ce que vous avez vécu et qui, encore une fois, a l'air de faire sens encore aujourd'hui. Comment ça se passe avec des équipes qui sont, vous l'avez dit, beaucoup plus nombreuses que par le passé? Comment tout ça se passe? Peut-être qu'on peut recommencer par les sages-femmes. Muriel Jacou, peut-être? En fait, je pense que le compagnonnage, il existe toujours. Il y a quelque chose que les gens de l'extérieur trouvent défavorable au Belvédère, c'est l'architecture. Les différents niveaux, les demi-étages qu'il y a quand on rentre dans le Belvédère et dans les services anciens, parce que maintenant, dans le nouveau plateau technique, tout est neuf, mais dans les anciens bâtiments, on a ces différences de paliers qui nous ont obligés à une organisation par petits secteurs. Donc, en fait, on est dans des secteurs de 12-14 lits au maximum par unité de suite de couches, physiologique, pathologique, unité kangourou, service prénatal. Et à l'intérieur, pour s'occuper de ces patientes qui sont dans les 12 ou 14 lits, il y a des équipes d'aides-soignantes, auxiliaires de puériculture, sages-femmes, infirmières, de médecins, bien sûr, d'ASH, qui sont dédiés à ces unités. Et du coup, le compagnonnage, il se fait en interservice comme ça.
hein. Les plus anciennes montrent des choses aux nouvelles qui arrivent, qui n'ont pas l'habitude de faire de cette façon-là. Et ce qui peut paraître être donc une difficulté peut aussi avoir un avantage. D'ailleurs, les patientes, elles disent, moi j'ai eu plusieurs patientes qui ont dit, mais au Belvédère, c'est pas l'usine à bébé. Bah si, madame. S'il y a bien un endroit où c'est l'usine à bébé, c'est au Belvédère, puisqu'on fait plus de 3000 naissances. Mais cette structure par petite unité ne donne pas cette impression. Après, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que tout ce qui s'est fait de manière un peu peut-être intuitive, très basée sur l'observation, comme la naissance sans violence, faire les accouchements sans trop de lumière, sans trop de bruit, en laissant les gens faire. Voilà, c'était basé, selon moi, sur de l'observation. Ça a été démontré après, de manière scientifique, avec des études sur l'étude du rythme cardiaque de l'enfant, sur des électroencéphalogrammes, tout ça. Et par exemple, moi je suis allée il y a quelques années, à une formation sur des soins, ce qu'on appelle les soins de développement. C'est ni plus ni moins ce qui existait, écrit par Frédéric Le Boyer, basé sur des appuis scientifiques. Du coup, ça donne aussi du sens pour certains. Je veux dire, les nouveaux professionnels ont peut-être plus besoin que nous, à notre époque, d'appuis démontrés scientifiquement. Hein. Nous, on prenait les choses comme ça aussi intuitivement. Là, les formations des sages-femmes avec les premières années de médecine, tout ça, c'est vrai qu'il y a un profil différent et je pense qu'elles y trouvent leur compte dans ces démonstrations scientifiques. D'accord. Gérard Labadie, vous avez quitté le Belvédère assez récemment, finalement. Cette notion d'expérimentation dont parle Muriel Jacou, est-ce que, tout à l'heure, Alain Enoch évoquait cette aspiration d'un embryon pionnière en France, peut-être même dans le monde, je sais pas, enfin, dans le monde. Est-ce qu'il y a toujours un espace d'expérimentation au Belvédère dans les années 2000, 2010 ? Comment vous voyez les choses ? Et sur cette question de transmission et d'héritage ? C'est pas facile de répondre à votre question. Je vais répondre simplement au rapport CHU Belvédère, dans la mesure où j'ai été formé au CHU de Rouen en partie, et où j'ai pu remarquer à quel point le fantasme a alimenté, et d'une manière qui se renouvelait à chaque génération, parce qu'il y avait des différences très notables dans les années 80, 70, 80, mais ces différences se sont atténuées. Et en ce sens, on peut dire que, d'une certaine manière, le Belvédère a gagné la bataille des idées, parce que avec les lois Kouchner sur la bienveillance, etc., cette manière d'interagir avec les patients, elle s'est diffusée très nettement. Et en même temps, peut-être, grâce à des praticiens chevronnés comme Pierre Vizot, on s'est médicalisé d'une manière, on a accueilli les progrès médicaux avec bienveillance. Mais les choses ont évolué au cours de toute ma carrière, et il y a eu quand même quelques événements, je dirais, négatifs, comme à un moment une judiciarisation qui a posé des problèmes avec ses aspects pervers, qui étaient de se dire est-ce que ce que je fais c'est bon pour la patiente, ou est-ce que ce que je fais me met à l'abri d'une mise en cause si jamais ça tourne mal. Les 35 heures, on ne peut pas dire, les 35 heures ont eu un impact vraiment important. Par peut-être une diminution de ces temps de dialogue, de ces temps de partage, et l'évolution aussi des demandes des jeunes médecins, qui étaient d'avoir une vie familiale beaucoup plus développée que les nôtres, je dirais.
Et puis également aussi chez les femmes, c'est vrai que chez les couples, il y a eu une transformation. Autant les patientes qui venaient nous voir, comme disait Muriel, étaient des militantes au départ, étaient des femmes qui réclamaient une autonomie, qui réclamaient de faire elles-mêmes, qu'on les laisse faire. Autant on peut dire qu'aujourd'hui, on a au moment où je suis parti, on avait des patients qui demandaient plus une prise en charge. Et on est passé quand même, quand on parle de la péridurale, de 10-15% de péridurale à pratiquement 90% à peu près de péridurale. Donc ça veut dire que je donne souvent la métaphore montagnarde. Quand vous faites une ascension avec une paroi de l'alpinisme et que vous engagez et que vous souffrez d'une certaine manière, mais quand vous arrivez au sommet, vous avez une explosion de joie, vous pouvez prendre le téléphérique. Et la péridurale, c'est le téléphérique. Mais c'est vrai que cette espèce d'envahissement des endorphines au moment de la naissance qui donnait cette joie exceptionnelle qu'on pouvait observer, elle est peut-être un petit peu moins présente. Mais, voilà. Oui. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Effectivement, la demande des femmes a changé, c'est incontestable. Elles ont plutôt envie maintenant d'accoucher dans des conditions confortables, avec une médicalisation raisonnée, on va dire, ce qui est toujours difficile à trouver. Ce que je veux dire par rapport au CHU, c'est qu'il y a peut-être moins de différence maintenant dans la façon dont on accouche au Belvédère et au CHU, parce que ça s'est uniformisé malgré tout. Mais il reste des différences, et je pense qu'au Belvédère, on a gardé quand même notre valeur fondatrice, notre identité, c'est que même si c'est médicalisé, même s'il y a beaucoup de péridurale, même si on n'accouche plus dans l'eau, même si on vocalise moins, il y a une qualité de la relation, un souci de l'écoute. Il y a quelque chose de très particulier qui fait qu'il y a une fidélité des patientes qui persiste, qu'il y a une attente qui persiste et qu'il y a quelque chose qu'elles apprécient énormément et que visiblement elles ne trouvent pas ailleurs. Donc ça, je trouve c'est quelque chose qui est très important et qu'on essaie de maintenir et que de génération en génération, ça continue à exister. Donc ça se transmet. Merci. Donc Pierre Vizot, peut-être pour terminer cette table ronde, vous êtes parti en 1990, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même l'impression que votre ombre plane encore sur le Belvédère. Donc la transmission, ça vous concerne pas forcément, mais malgré tout, ça vous intéresse. Donc qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? D'abord, ça m'intéresse pour deux raisons. D'abord, parce que je suis encore très, très affectivement lié au Belvédère qui est juste au-dessus de chez moi, que je vois tous les jours. Et la deuxième, c'est parce que, même si je fais tout à fait autre chose aujourd'hui, ce que je trouve important, c'est de bien comprendre, anticiper la demande de nos concitoyens qui sont, en l'occurrence, dans une période où ils peuvent avoir des enfants, pour qu'ils soient à la fois, eux, le mieux possible, et que leurs enfants soient aussi les mieux possibles. Et que là-dessus, on n'a pas encore... Enfin, je pense que, même si je ne connais pas très très bien ce qui se fait aujourd'hui dans la maternité en général, en France, en particulier même au Belvédère, je pense que si quand même le but de notre société, dans laquelle nous sommes tous, c'est d'avoir quand même des gens qui soient à la fois les hommes et des femmes les plus heureux possibles dans le monde dans lequel ils sont, en sachant qu'ils vont le créer. Enfin, ce monde, ils contribuent quand même à le créer. Et au moment quand on a des enfants, donc en général, on sait pourquoi on a des enfants, et donc il y a ce problème de la projection dans l'avenir. Il me semble important de bien comprendre que beaucoup de choses, si tout ne se joue pas au moment de la grossesse et de l'accouchement, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là sur l'attachement, les liens que vont avoir les parents et les enfants. Et que cette idée-là, elle était déjà préexistante à l'époque, dans les années 80.
Peut-être qu'on l'oublie un peu aujourd'hui parce qu'il y a d'autres problèmes de société et qu'il y a le problème de la médicalisation d'une part, hein. Enfin disons de l'absence de risque qu'il faut prendre dans la médecine en général, sinon on a un procès, comme disait Gérard, ça c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre, enfin il me semble qu'il faut comprendre que les jeunes professionnels, enfin les professionnels les plus jeunes et les futurs jeunes professionnels doivent bien anticiper s'ils veulent faire un travail, enfin s'ils veulent vivre une vie professionnelle intéressante à tout point de vue, cette évolution. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas très bien perçue encore, et que peut-être dans le cadre de cette transmission, il faudrait que ces jeunes, ces nouveaux professionnels essaient de bien traduire ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent de la demande des gens, de la population de femmes ou de parents, qui ont quand même si c'est toujours la même chose d'accoucher, etc., il me semble que ça a changé, mais on ne sait pas trop comment ça a changé, puisque qui dit enfant dit avenir, et maintenant sur l'avenir, on n'a pas tellement d'idées précises. Je ne parle pas des problèmes d'environnement, etc., d'évolution de la société, mais autant à l'époque, dans les années 80, je rappelle 80, élection de François Mitterrand, 75, les lois de Simone Veil, on savait à peu près où on allait. Il y avait un sens dans le progrès souhaitable. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le voit moins, et que peut-être ce qui permettrait de mieux assurer cette transmission, c'est justement ça, c'est d'essayer de percevoir pour transcrire et pour faire après en fonction de ce qu'on a compris. Merci, je pense qu'on peut applaudir les gens qui viennent de parler. Bien. Il nous reste un petit quart d'heure en poussant un petit peu les murs pour prendre quelques questions dans la salle. Je suppose que c'est quand même des sujets qui doivent vous faire réagir. Vous nommez ? Oui, bonsoir, je suis Patrice Collas. Très attaché au Belvédère. D'abord, j'habite Mont-Saint-Aignan. Mon père y est né en 1922 et mon fils en 1974. Alors, ça ne devait pas être les mêmes méthodes, peut-être, sûrement. Alors, je suis également membre du conseil de surveillance. Et je vis donc ce qui se passe au Belvédère. Et je veux dire que quand je vous entends, eh bien, je reviens sur Terre peut-être quand je vois tout ce qui se prépare ou tout ce qui s'annonce. Je vais prendre 3 exemples. Un audit récent a dit « Oh, il y a trop de sages-femmes. Il va falloir en enlever quand même. » Mais on va voir, parce qu'il faut voir ce qu'elles font quand même. Il faudrait un peu mesurer, parce qu'elles sont parfois souvent en dehors de la salle. Hein. Donc voilà, donc le mieux, ça serait d'en supprimer. Or, quand j'entends le rôle important que vous avez, ça me semble assez scandaleux. Deuxième chose, mais je ne vais pas prendre trop d'exemples parce qu'il y en aurait beaucoup. Des pédiatres de garde. Un pédiatre de garde, c'est toute la nuit parce que il peut arriver. Maintenant, à minuit, on va arrêter. Mais il va passer de garde à astreinte. Il va retourner chez lui. Alors c'est vrai, maintenant il y a des portables. Mais n'empêche que tout le monde n'habite pas Mont-Saint-Aignan. Alors je dois dire que sous la pression du personnel, cette démarche a été reconsidérée. Et puis je vais dire la dernière chose, ce qui me semble plus grave, c'est la volonté de certains, peut-être en bas, je sais, de déclassifier le Belvédère. C'est-à-dire que tous les accouchements ne pourraient plus être faits au Belvédère. Et c'est important parce que sur le plan rentabilité, puisqu'on parle de ça aussi dans le comité de surveillance, ça serait assez grave. Et je peux vous dire que j'ai vérifié personnellement, pour les avoir rencontrés, des jeunes internes à qui il a été dit « Non, n'allez pas au Belvédère ». On revient peut-être à ce que vous avez vécu. Hein. Non, le Belvédère, il va passer de catégorie 2 à catégorie 1. Donc c'est pas intéressant pour vous, internes. Alors,
À partir de tout ça, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez donné la force de continuer à me battre au comité de surveillance. Merci. Merci. Bien. Oui, je suis monsieur Thomas et j'ai beaucoup connu le Belvédère puisque j'ai été le laboratoire du Belvédère dans les vieilles années. C'est de l'archéologie, plus que de l'archéologie, puisque c'était avant vous toutes, je crois. Moi, j'ai connu. Oui, vous m'avez connu. On portait les examens chez vous en ville. Oui, non. Oui. C'était déjà une évolution intéressante, parce qu'au début, c'est moi qui venais faire les prélèvements, mais ça, c'est avant 1975 ou quelque chose comme ça. Bon, je voulais juste dire deux choses. Une première, une toute petite anecdote qui m'est revenue tout de suite à l'esprit, à propos des relations entre le CHU et le Belvédère. Il se trouve que j'ai été pas du tout en tant que laboratoire du Belvédère, mais j'ai été aussi un jour appelé à faire plusieurs prises de sang pendant plusieurs mois de suite à quelqu'un d'important du CHU, en gynécologie, je ne dirais pas qui, et que c'est la première fois où j'ai été faire le prélèvement là-bas, la personne s'est aperçue que j'étais le directeur du laboratoire qui travaillait avec le Belvédère. Et ma prise de sang, au lieu de prendre 5 minutes comme ça a pris d'habitude, a pris la matinée entière, tellement il voulait savoir ce qui se passait chez vous. Voilà. C'était assez curieux. J'ai compris qu'il y avait un problème. La deuxième chose, je voudrais juste dire que pour que le Belvédère soit ce qu'il est à l'heure actuelle, je pense qu'il y a une personne, on l'a nommée, Alain l'a nommée, mais moi je trouve qu'elle a été fondamentale dans le départ du Belvédère. Je me trompe peut-être, vous me direz si je me trompe, c'est Daniel Anger. Daniel Anger. Je me rappelle, bon, j'aurais énormément de choses à raconter, je ne vais pas en dire plus, mais je voudrais rendre hommage à Daniel Anger, qui a, je crois, eu un rôle très très important dans le Belvédère. Oui, tu auras remarqué, Marc, que dans les 3 fondateurs, j'ai cité Guy Vanberg, Arlette Lemeur et Daniel Anger, effectivement, qui était un monsieur extrêmement curieux, avec une ouverture d'esprit assez extraordinaire. Effectivement, ça mérite. Pour répondre à M. Colas, juste une petite précision. On ne peut pas faire tous les accouchements au Belvédère, car depuis un moment, l'accouchement dit à risque doit être passé en niveau 3. Alors, M. Colas a fait allusion aux 3 niveaux de la maternité. C'est-à-dire qu'il y a le niveau 1, c'est-à-dire pas de risque. Il y a le niveau 2, qui est assorti à un service de néonatologie, celui que nous avons créé en 1991, et qui est donc habilité à garder des nouveau-nés fragiles, c'est-à-dire en fait des nouveau-nés qui n'ont pas besoin d'assistance respiratoire. Car quand on prévoit un accouchement difficile avec éventuellement une réanimation maternelle que n'a pas le Belvédère et une réanimation du bébé, c'est en niveau 3 que ça se passe. Donc on voulait nous rétrograder du niveau 2 au niveau 1, c'est-à-dire nous priver de notre service de néonatologie qui nous permet de garder un certain nombre de nourrissons, c'est-à-dire à la fois de garder le nourrisson près de sa mère et qui est un des fleurons de notre prise en charge mère-bébé, quoi, en fait. Donc c'était en fait émasculer le Belvédère et en fait le démanteler. Alors moi je voudrais dire que en tant que présidente du conseil de surveillance, pour répondre à certaines interrogations, évidemment, qui ne manquent pas de poindre, et vous avez raison, certains de l'exprimer, nous ne laisserons pas faire le fait qu'on puisse rétrograder, je veux dire, la maternité, la partie maternité du Belvédère en maternité de niveau 1. Nous ne laisserons pas faire. Je voudrais que vous en soyez convaincus, parce que c'est une chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'a fait le Belvédère et ce qu'il est aujourd'hui, et il n'est pas question de partir dans une direction qui ne corresponde pas du tout, je veux dire, à l'âme du Belvédère. Voilà. Donc ça, on ne le laissera pas faire. Et s'il y a une chose dont je suis convaincue, et ça je le dis aussi, parce qu'après il y a aussi beaucoup de choses qui ont besoin de maturer, à mon avis, encore un peu, dans ce climat de difficulté, c'est que l'ARS ne laissera pas tomber le Belvédère. Je le dis. L'ARS ne laissera pas tomber le Belvédère. Je redis qu'il y a eu, parce que ce sont quand même des sommes importantes, je les mesure,
J'en mesure l'importance. 1 million mis sur la table juste avant Noël. Évidemment, vous allez me dire, on en a fort besoin, parce qu'on en a besoin de 10, à vrai dire. Mais bon, 1 million mis sur la table juste après Noël, mais c'est quand même beaucoup. Voilà, c'est quand même beaucoup. Ce n'est qu'un début, hein, parce qu'il en faut plus. Mais voilà. Dans tous les cas, on a déjà obtenu ces deux-là, et on se battra pour que le Belvédère trouve vraiment son avenir. Enfin, voilà. Je ne veux pas aller plus loin pour le moment, parce qu'on est en plein dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. S'il vous plaît. Je suis Sylvie Potier, je suis la présidente de la commission médicale du Belvédère. Je voulais juste dire justement qu'on a quand même toujours une équipe très unie, c'est pour ça que vous nous entendez parler, parce que dans les journaux, parce qu'on continue à défendre l'identité et l'art du Belvédère. Moi je venais de Paris et effectivement j'ai découvert une façon de travailler complètement différente. On est effectivement plus à l'écoute des patients. Alors, on s'est battu récemment et je pense, merci Madame Flavigny, qu'on ne peut pas pouvoir garder notre unité en gros. Et bon, les discussions sont encore assez sévères avec le CHU. Le problème, en fait, on se heurte déjà à la financiarisation de la médecine. Et pourquoi un accouchement, ça ne rapporte pas, il faut m'expliquer. Parce que ça demande effectivement beaucoup de temps du personnel. Normalement, il faut une sage-femme pour une patiente. Et maintenant, par rapport au problème de judiciarisation et de sécurité, il faut également un pédiatre sur place, un anesthésiste sur place, un gynécologue social sur place. Tout ça, ça coûte cher. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est en difficulté, parce que les politiques ont décidé que ça ne devait rien rapporter. Et donc, on est mis en difficulté financière. Donc, ça, c'est la première chose contre laquelle on n'arrête pas de lutter. Et la deuxième chose, c'est une politique de concentration des hôpitaux, de faire un grand pôle hyper technique. Hein, et donc, le fait que les patients puissent avoir le choix d'accoucher comme elles veulent, avec des choix, soit à la clinique native, soit le CHU, soit chez nous, faut le défendre, parce que ça ne correspond pas à l'esprit du moment. Pour ce qui est des patients, juste dans l'évolution, ce qui est difficile un petit peu pour nous, pour les écouter, effectivement, c'est qu'il y a Internet maintenant. Et donc, c'est un vrai travail de bosser avec Internet. On s'adapte petit à petit avec à la fois une demande d'information, une demande d'écran aussi, puisque maintenant on a dû mettre en place un petit babyphone vidéo pour que une patiente qui est césarisée, si le bébé est encore à côté, elle puisse le voir sur un petit écran. Voilà. Et par Internet, elles ont des informations, et il faut qu'on en rediscute avec elles. Et il y a à la fois une forte demande d'informations, et à la fois, justement, on continue à prendre beaucoup de nos patientes. Et on avait monté à un moment un théâtre participatif pour sur la scène, reconstituer un accouchement en faisant intervenir les patients, les soignants. Et il y a une patiente qui nous a dit, mais moi je n'ai pas du tout envie qu'on pose, j'ai juste besoin qu'on me regarde, qu'il y ait une accroche du regard, qu'on puisse nouer un lien de confiance, et après on vous fait confiance, et les médecins vous faites et donc à la fois il y a ça, et à la fois il y a je veux tout savoir avant. On nous donne des projets de naissance, certains sont personnels, d'autres ont été copiés sur Internet. Voilà. Donc il reste encore plein de choses à faire autour de la naissance. Merci. Il y avait une question de ce côté-là de la salle. Est-ce que je peux juste, je voulais juste dire un mot publiquement. Je voulais juste remercier Sylvie Potier qui vient de prendre la parole pour toute l'énergie qu'elle déploie dans la défense du Belvédère. Et voilà, je voulais la saluer parce que c'est pas facile. Moi, je voulais juste compléter ce que disait Sylvie, c'est que notre combat, c'est que, évidemment, on peut continuer à exister, mais on veut continuer à exister en pouvant continuer à travailler comme on a fait jusqu'ici, en respectant notre projet médical,
permettre aux couples d'être bien accompagnés pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant le postpartum, d'avoir confiance en eux, d'être entendus, de prendre les choses de façon active. Et ça, tout ça, c'est notre projet médical. Et ce qu'on veut sauver, il faut faire peut-être des efforts financiers. On peut peut-être collaborer, et s'il faut collaborer avec le CHU, on peut collaborer avec le CHU, mais on peut rester, avoir la garantie qu'on peut rester à défendre nos convictions et à travailler comme on travaille, et que différents établissements travaillent de différentes façons. Mais voilà, ce qu'on veut comme garantie, c'est ça. Merci. Une dernière question peut-être parce que le temps tourne. Madame. Bonsoir. Moi, je vais être très rapide. Je suis complètement néophyte, ni médecin, ni sage-femme, etc. Bon, Saint-Agnanaise, intéressée quand même par tout ce qui se passe au niveau médical. Je dois dire que tout ce que j'ai entendu ce soir, les belles personnes, les belles idées, le bon travail, merci d'être resté dans le public. Merci. Alors, je vous propose pour conclure peut-être de redonner la parole à Alain Enoch pour peut-être quelques mots de conclusion s'il le souhaite ou non, pas forcément. Non, quand on a parlé du compagnonnage, etc., je dois dire que je voudrais juste faire un tout petit commentaire sur mon arrivée au Belvédère. Car quand je suis arrivé en maternité, imaginez-vous que j'étais le représentant de la caste maudite. C'est-à-dire que j'avais été formé à la pédiatrie universitaire, j'avais fréquenté l'hôpital Necker et les staffs de Royer, c'est-à-dire de la médecine hypertechnique. J'étais allé me former à la réanimation néonatale chez Minkowski, l'adversaire résolu des obstétriciens. Donc j'étais attendu au bazooka par Madame Lemeur, qui avait très peur du technicien que je représentais et qui allait être le loup dans la bergerie. J'ai donc été contraint à beaucoup d'aménagements. Et alors, après, ce que j'ai essayé de transmettre à mes différents collaborateurs, c'est qu'on avait été éduqué en pédiatrie à débusquer la maladie, et que là, il allait falloir en maternité reconnaître parmi les nouveau-nés qui allaient pour l'essentiel bien, qu'il allait falloir s'attacher à reconnaître les signes de la bonne santé. Et ça a été la découverte, parce que tous les pédiatres, j'ai été le premier pédiatre français à être nommé chef de service en maternité. Mais j'avais beaucoup de collègues qui travaillaient en maternité qui n'ont pas eu cette chance. Mais notre boulot, ça a été de reconnaître la physiologie du nouveau-né qui était complètement inconnue. Car effectivement, quand Minkowski fustigeait l'indifférence des obstétriciens à l'égard du nouveau-né, il avait parfaitement raison. Le nouveau-né était un passager clandestin en maternité. C'était une complication aléatoire d'un accouchement, mais ça n'était pas du tout une personne. Et grâce à des gens comme Winnicott, comme Donald Winnicott, comme Albert Grenier à Bayonne, comme Dolto, etc., le nouveau-né est effectivement devenu une personne à part entière. Et ça, c'est important. Mais j'ai appris mon métier de pédiatre en maternité, j'allais dire au forceps, parce que Madame Lemeur ne m'a absolument pas épargné. Mais je lui en suis très reconnaissant. Bien. Merci. Donc pour revenir au point de départ, tout ce que vous avez entendu ce soir, tout ce qu'on a partagé ce soir se retrouve en grande partie dans le livre qu'a écrit Alain Enoch, et donc la librairie Colbert en a amené quelques-uns pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Moi je dirais que comme historien, ce qui vient de se faire ici, c'est quand même relativement rare. C'est un très très beau moment d'histoire du temps présent, et c'était absolument passionnant. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux, et puis merci surtout à l'ensemble des membres de la table ronde et à Alain Enoch d'avoir partagé avec nous leur expérience.